Bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous avons aujourd'hui de la grande visite sur le plateau. Yvon Boudreau, ancien sous-ministre associé et collaborateur à la Commission sur l'avenir de l'agriculture et agroalimentaire. Donc vous avez bien connu le MAPAC de l'intérieur, Monsieur Boudreau. Et on vous reçoit aujourd'hui parce que vous nous avez envoyé un texte hier, qui va être publié d'ailleurs dans le journal du mois de février, qui nous a surpris un peu qu'un sous-ministre s'exprime en disant « Aucun ministre de l'Agriculture ne s'est affranchi de l'UPA ». Alors là, vous nous avez un peu estomaqué ici. On veut comprendre comment ça se fait. Ça veut dire que l'UPA a le contrôle sur tout? Non, situation dans son contexte. Hein. D'abord, je pense que c'est important de dire que tous les ministres cherchent à avoir des bonnes relations avec les organisations qui représentent ces clientèles. Par exemple, le ministre des Ressources naturelles, il ne part pas en guerre contre l'Association minière québécoise. Okay? Mais dans le cas de l'UPA, ça va beaucoup plus loin. Okay? D'abord, le ministre de l'Agriculture, historiquement, il y a de très rares exceptions près, ils ont toujours eu une crainte excessive de déplaire à l'UPA, de la prendre de front. Ce qui limite leur pouvoir d'initiative. Il se crée, à la fois dans l'entourage du ministre et même au ministère, une sorte d'autocensure qui donc limite les initiatives. Et on va encore plus loin en concédant à l'UPA des pouvoirs ou des privilèges qui sont accordés nulle part ailleurs au gouvernement du Québec. Au point où le gouvernement du Québec abdique certaines de ses responsabilités en confiant ces privilèges-là à l'UPA. Mais est-ce que cette crainte-là que vous exprimez au MAPAC, donc même à la plus haute marche du MAPAC, en fait, vient tout simplement du fait que l'État a donné en 1972 la loi du monopole syndical à l'UPA et que finalement, autant gérer à Longueuil que gérer à Québec? Oui, mais ça va au-delà de ça. C'est sûr que le monopole joue un certain rôle, mais l'UPA a historiquement eu tendance à réagir très fortement, même souvent de façon intempestive, à des initiatives du gouvernement qui la dérangeaient un peu. C'est arrivé souvent que l'UPA exige même la démission des ministres. Et dans certains cas, ils ont réussi. Cette démission-là a été accordée. Mais ça peut être le rôle d'un syndicat, ça. Non, mais c'est-à-dire qu'on comprend très bien que les agriculteurs doivent être représentés par une organisation. Dans ce cas-là, c'est une organisation syndicale, mais par une organisation forte. Okay? Et une organisation qui exerce de l'influence sur les décideurs, y compris les décideurs politiques, puis aussi les décideurs qui achètent des produits agricoles. Donc, il n'y a personne qui va nier l'importance d'avoir une représentation des producteurs agricoles qui soit forte. Ce qui est en cause ici, c'est de dire qu'on accorde à l'UPA des privilèges qu'aucune autre organisation syndicale ou communautaire a. Par exemple, dans le cas du programme de remboursement des taxes foncières, le gouvernement dit, puisque vous êtes producteur agricole, vous utilisez votre bien foncier à des fins de production agricole, et donc vous avez droit de ce fait à un remboursement d'une bonne partie de vos taxes foncières. Ce programme-là, comme n'importe quel autre programme d'un gouvernement, il est assujetti à des conditions. Puis dans ce cas-là, la condition, c'est de dire vous ne faites pas qu'habiter sur une terre agricole, vous produisez des biens agricoles. Bon. Donc dès que vous respectez ça, vous avez droit à ce programme. Est-ce que ce privilège-là sur la taxation foncière profite à tous les producteurs? Parce qu'on sait que récemment, Pierre Paradis avait tenté d'élargir, d'amener des petits producteurs à accéder à ça. Il n'y a pas réussi. Non, donc ça veut dire que la taxe actuelle, est-ce qu'elle profite à tous? Pas nécessairement, mais le problème n'est pas là. Le gouvernement peut décider à qui elle profite. Là où je dis qu'il y a un privilège exorbitant confié à l'UPA, c'est que le gouvernement dit non seulement vous avez droit au crédit de taxe foncière si vous êtes producteur agricole, pour vrai, mais en plus,
vous devez me fournir la preuve que vous avez payé votre cotisation à l'UPA. Et ça, c'est vraiment exorbitant, c'est vraiment excessif, OK? Autrement dit, le gouvernement se place comme un intermédiaire dans une relation entre un syndicat privé et un syndicat et ses membres, OK? Et ça, c'est quelque chose d'excessif. Donc, il faudrait détacher le remboursement des taxes de l'obligation de la cotisation. Exactement. Ben oui, comme ça existe ailleurs. Ça faisait partie de la tentative de paradis. Oui, c'est sûr, ça a été contesté par l'UPA, mais si vous avez parlé des autres syndicats, les autres syndicats, ils ont des privilèges, puis ils ont des avantages, mais la même chose pour les organismes communautaires. Le gouvernement a consenti des avantages, des facilités pour permettre qu'ils exercent leur mission. Mais ça ne va pas jusqu'à ce point-là, OK? Et donc, ce qu'on dit, c'est que le nouveau ministre qui a ses problèmes actuellement... Oui, d'ailleurs, on va revenir tout à l'heure. J'aimerais ça que vous vous exprimiez sur deux choses aussi. Gardez ça en tête sur d'abord la crise qu'on a vécue autour du sérum, comment vous avez perçu cette crise-là, et puis les problèmes du ministre qui met un peu les pieds dans les plats un petit peu à chaque fois qu'il sort, même si sur le fond on voit qu'il a des bonnes intentions d'ouverture à pas mal de monde dans l'agriculture, mais qui, dans ses paroles, semble être reprise par les médias généralistes qui peut-être ne comprennent pas non plus ce qui se passe, mais est repris et tourné un petit peu en boucle comme étant quelqu'un qui aurait des difficultés en agriculture. Bon, mais revenons, pour terminer à ce que je disais, dans le fond, les autres syndicats, ils ont des privilèges. Et dans le fond, ce qu'on voudrait que le ministre applique, c'est les règles qui ont cours ailleurs. Okay? Autrement dit, oui, on concède que l'UPA a son importance, mais on ne va pas jusqu'à faire des courbettes comme on le fait, de dire on se porte garant du paiement de vos cotisations. C'est excessif. Okay? Ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Ce n'est pas nécessaire que un gouvernement plie les chines à ce point-là. Est-ce que le Québec pourrait prendre des modèles sur d'autres provinces canadiennes ou d'autres pays dans le monde qui ont moins de proximité avec le syndicat agricole? Oui, mais d'ailleurs, sur plusieurs aspects, ça, je viens d'en parler d'un, mais sur plusieurs aspects, les pouvoirs de l'UPA sont assez singuliers. Okay? Tout le pouvoir de la réglementation sur la mise en marché, c'est le fait que le gouvernement concède à un syndicat la capacité de faire des règlements. Puis un règlement, c'est un outil puissant, ça a force de loi. Là. Ça contraint quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas nécessairement. On le voit dans le sirop d'érable. Okay? Donc, c'est quelque chose d'assez singulier. Okay? Ce qui se passe ailleurs, bon, à la fois, ils n'ont pas ces pouvoirs qui sont exceptionnels, et deuxièmement, il n'y a pas de monopole non plus. Okay? Il y a, dans beaucoup de pays, une association dominante, nettement dominante d'ailleurs, et d'autres associations plus régionales ou plus sectorielles. Par exemple, sur l'agriculture biologique, bon, il y a des associations distinctes. Mais, donc, le cas de l'UPA est assez singulier. Et encore là, dans le fond, on dit c'est correct que les agriculteurs aient un syndicat fort et influent. Il n'y a personne qui conteste ça et il n'y a pas mieux qu'une organisation de producteurs agricoles pour défendre les producteurs agricoles. Ça, il n'y a personne qui conteste ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'au fil des 40 dernières années, des 45 dernières années, ce débat-là ou cette discussion-là ne s'est pas faite? Cette comparaison avec ailleurs dans le monde, cet aplaventrisme des ministres de l'Agriculture? C'est-à-dire que c'est facile. Dans le fond, le ministre, ça ne cherche pas le trouble, OK? Et dans certains cas, ça achète même la paix, OK? Et dans le cas de l'agriculture, on voulait pas avoir d'histoire. L'agriculture s'est développée selon un modèle qui a toujours été mis de l'avant, défendu par l'UPA. Puis, il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui jugeaient bon de s'attaquer à ça. Autrement dit, dans le fond, il faut choisir, un gouvernement choisit ses batailles, et puis ils ont estimé, à tort ou à raison, que parmi les batailles à livrer, celle-là était assez secondaire, puis que, dans le fond, il y a une espèce de paix sociale qui régnait malgré tout dans le milieu agricole, même s'il y a quelques contestations à gauche et à droite. Donc,
il y avait une paix qui régnait, d'autant que les gouvernements n'ont jamais eu énormément d'argent à investir dans le secteur agricole. Okay? C'est quand même un peu l'enfant pauvre du gouvernement. Donc, s'il fallait qu'en plus, il soit en guerre contre l'UPA, ben ça fait pas mal de batailles à livrer. Donc, il y a un contexte historique qui explique ça. Mais ça, aujourd'hui, on se rend compte, dans le fond, qu'on a tout intérêt à traiter l'UPA de la même façon qu'on traite les autres organisations qui représentent soit les professionnels ou les agents d'un secteur d'activité économique. Donc, quand vous dites de la même façon, le conseil que vous donneriez à un nouveau ministre, c'est le cas, d'un ministre de la Montagne, vous seriez sous-ministre demain matin au MAPAC, le conseil serait quoi, de prendre des distances avec l'UPA? C'est-à-dire que de revoir les règles de gouvernance, par exemple, et de revoir les concessions qui sont exorbitantes, okay, qui n'existent nulle part ailleurs, puis de ramener ça dans la normalité. Dans le fond, moi je dirais au ministre de l'Agriculture, votre slogan, ça peut se résumer en 3 mots. On est normal. Okay? On applique à l'UPA les conditions d'exercice qui sont reconnues partout ailleurs, qui constituent des règles de gouvernance correctes, où on évite les conflits d'intérêts. Donc, c'est des règles normales qu'on applique. En termes de gouvernance, votre lecture de l'actualité des derniers jours, on a vu le sérum, la crise que ça a créé. Vous faites quelle lecture, vous, de l'histoire du sérum? Bon, il y a un contrôle du privé là-dessus? Il y a un contrôle de... C'est-à-dire que c'est clair que l'UPA, via ses fédérations, est en position de contrôle sur un certain nombre d'organismes de recherche, de services conseils, puis encore plus de mise en marché. Donc, c'est sûr que de ce fait-là, les règles de gouvernance qui ont été mises en place au gouvernement du Québec dans la foulée de la commission Charbonneau, elles n'ont pas encore été appliquées dans le milieu agricole. Je ne prétends pas du tout qu'il y a eu des problèmes de corruption comme à la commission Charbonneau, c'est pas ça, mais même dans les organisations qui n'avaient pas les problèmes qui ont été dénoncés à la commission Charbonneau, à peu près toutes les organisations publiques ont été amenées à revoir leurs règles de gouvernance, notamment pour avoir des conseils d'administration constitués très majoritairement de gens qui sont neutres, okay? Qui n'appartiennent pas à des organisations syndicales ou patronales et qui n'ont pas non plus de lien ou de contrat avec une organisation qui traite de ces problèmes. Dans le cas du sérum, dans le fond, on voit bien que ces règles de gouvernance n'ont pas été appliquées et que des gens qui ont un intérêt à défendre, même s'ils ne mettent pas d'argent dans leur poche, on ne les traite pas de malhonnêtes, OK? Mais ils défendent des intérêts qui peuvent entrer en contradiction avec les objets de la recherche. Okay? Et donc ça, c'est malsain en soi, ça doit être corrigé, c'est pas nécessaire de traiter les gens en criminels, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que c'est un désintéressement du MAPAC au fil des années à tous ces projets? Non, mais c'est-à-dire que ça fait... Dans le fond, il y a une confusion des genres, OK? C'est clair qu'en matière de pesticides, par exemple, les producteurs agricoles ont un mot à dire, OK? Parce qu'on a bien beau s'opposer aux pesticides, les alternatives ne sont pas toujours là, puis on fait un peu d'angélisme aussi quand on part en guerre contre les pesticides. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'on n'en utilise pas assez, trop? Ça, c'est une autre question. Puis on a intérêt à pousser la recherche, à la fois pour connaître les conséquences véritables, puis à la fois pour chercher des alternatives. Okay? Mais c'est clair que la recherche, il faut qu'elle soit la plus neutre possible. Elle ne peut pas être biaisée, même si c'est une recherche expérimentale, OK? On dit, ouais, mais c'est une recherche appliquée, donc il faut que les producteurs agricoles soient là. Ouais, ils peuvent être là pour donner leur avis, OK? Ils peuvent être là pour exprimer leurs préoccupations. Ils peuvent même être là comme lobbyisme, OK? C'est correct. Mais pas sur le conseil d'administration, OK? Pas
pas dans une Pas position... son instance décisionnelle, en fait. Exactement, pas dans une position où ils peuvent exercer, avec plus ou moins de coercition, une orientation sur les recherches elles-mêmes. Et ça c'est malsain. Puis pour revenir à l'aspect actualité, en fait aussi, bon, vous avez donné un conseil à M. Lamontagne en disant, si j'étais là, moi je vous dirais, on est normal et faites donc les choses normalement comme avec les autres. En fait, mettez l'UPA au pas de la même façon que vous mettez les autres au pas. Mais est-ce que quand vous voyez M. Lamontagne qui a fait un geste d'ouverture en allant au congrès de l'Union paysanne, qui a encensé Dominique Lamontagne, la ferme impossible, qui a beaucoup parlé de Marc Séguin, qui semble parler aussi à cette tranche-là d'agriculteurs qui se dit mal représentés par l'UPA, mais qui parle d'un autre côté, se barre un peu la route de son discours en disant à l'environnement, il y a des ayatollahs. Vous diriez quoi à un ministre quand il parle? Est-ce qu'il faut qu'il retourne à la langue de bois, ou c'est bien que ça nous parle comme ça, un ministre? Non, bon, c'est sûr que sa première déclaration sur le lanceur d'alerte était très malhabile, ça c'est clair. Bon, la question des ayatollahs, c'est clair qu'il y a des gens excessifs, il y a des énervés partout, et on en trouve dans tous les milieux, patronal, syndical, environnemental et communautaire. Bon, ce qu'il fallait le dire, je pense qu'on fait un plat avec pas grand-chose. Je pense que c'est reconnu qu'il y a des gens excessifs partout. C'est sûr que le ministre n'a pas intérêt à multiplier les controverses, là, bien sûr, parce que ça nuit à l'efficacité de son mandat. Maintenant, je pense qu'il est aussi en phase d'apprentissage. Faut en plaindre. Et la lecture que vous faites d'un ministre de l'Agriculture qui dit moi je viens faire un discours à l'Union paysanne, il n'y en a pas eu avant lui. Oui, mais ça même aussi, s'il y avait des ministres qui avaient un peu d'ouverture des fois, mais il y a personne ça aussi, ça fait partie de l'ouverture, de la diversité. Moi, je trouve pas ça. Est-ce que c'est le début de On est normal? Ben, je le souhaiterais. Maintenant, moi, je pense que le ministre de l'Agriculture ne peut pas non plus se fermer les yeux et de dire qu'il n'y a pas de voix. Il n'y a pas d'autre voie que celle de l'UPA. C'est pas vrai. Depuis quelques années, l'Union paysanne, même si ça ne représente pas une majorité d'agriculteurs, défend un certain point de vue qui mérite d'être écouté, que la population entend de plus en plus. Maintenant, je pense que dans une société, c'est normal qu'on entende ces voix divergentes. D'ailleurs, quand on revient au monopole, okay, c'est clair que s'il y avait, je pense, moi, s'il y avait un référendum demain, il y a une très forte majorité, probablement 90 ou près de 95% des agriculteurs qui continueraient à choisir l'UPA, c'est clair, OK? Mais il y aurait une possibilité aussi à ceux qui veulent exprimer un autre point de vue de le faire dans un régime normal, OK? Mais je comprends que le gouvernement ne veut pas s'attaquer à ça. Puis comme je l'ai dit, on n'en fait pas un cheval de bataille parce que, comment dire, un gouvernement choisit ses batailles, puis celle-là apparaît peut-être contre-productive. Le choix du ministre Lamontagne dans son discours, c'est plus de dire je vais faire reconnaître cette voix qui représente le biologique, l'Union paysanne, à l'intérieur de l'UPA. C'est encore réaliste, ça? C'est ce que l'UPA a toujours défendu, okay? En disant il y a de la place chez nous pour une diversité, regardez le lait biologique. Okay? C'est vrai, mais ça a pris de nombreuses années de lutte pour les faire reconnaître. Okay? Je pense qu'il y a de la place pour faire évoluer l'UPA à l'intérieur de l'UPA, sans doute. Okay? Pour faire évoluer l'Union paysanne dans l'UPA? Oui. Oh, ça, je ne le sais pas. Mais c'est sûr que c'est des modèles agricoles assez différents. Okay? Mais ça, il appartient aux agriculteurs de décider eux-mêmes. Mais ça serait quand même sain. Puis dans une démocratie, c'est ce qu'on voit là, que d'autres voix que celles exprimées par le PA puissent pouvoir effectivement avoir une place dans le débat public. Écoutez, M. Bourdon, on vous remercie beaucoup d'être passé sur le studio d'LVA TV. On va vous lire dans le numéro du mois de février de la vie agricole avec un texte qui s'intitule « Aucun ministre de l'Agriculture ne s'est affranchi de l'UPA ». Tout à fait provocateur. Les explications dans le journal. Au plaisir. Hein? Merci. À la prochaine.